Cet été, je vous propose de retrouver quelques-unes des meilleures interviews de Monde Numérique. Innovateurs, experts, observateurs, ils ou elles partagent leurs projets, leurs visions, leurs analyses. Tendez l'oreille, vous ne le regretterez pas. Monde Numérique. Lorsqu'on voit un robot, on pense qu'il est déjà autonome. On pense qu'il a un cerveau, qu'il est en capacité. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, en effet, ils ont besoin d'un opérateur pour les orienter, les guider. Bonjour Stéphane Bobo. Bonjour Jérôme. Fondateur et PDG de la société française Innovate qui importe et qui développe en France les robots humanoïdes de la marque chinoise Unitree. Alors on va parler de robots parce que tu connais très bien ce sujet, tu te rends régulièrement en Chine, notamment dans les locaux de Unitree avec lesquels tu travailles. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cet événement planétaire. Enfin, je pense que tout le monde a vu ce spectacle incroyable donné par les Chinois à l'occasion du Nouvel An chinois. Un spectacle de danse avec une quinzaine de robots humanoïdes qui font des trucs complètement fous. Et alors toi, en quelque sorte, tu as pu voir les coulisses de ce spectacle. Oui, tout à fait. Ça a été un spectacle incroyable, époustouflant. Et je dirais que l'entraînement de ces robots montre à quel point aujourd'hui on arrive à un niveau d'excellence, de mouvement, de maniabilité, de dextérité de ces robots. Parce qu'on les a vus en effet faire des sauts périlleux arrière, être synchronisés avec une quinzaine de robots sur scène. Qui faisaient des séquences de kung-fu, mais je dirais bien plus évoluées que ce qu'on connaissait il y a à peine un an. Parce que Ouais. lorsqu'on compare le spectacle qui avait été fait à l'occasion du Spring Festival l'année dernière, où on avait des robots assez rigides, avec une synchronisation vraiment minime, de petits mouvements très mécaniques. Là, on était sur des mouvements d'une fluidité incroyable, je dirais même presque supérieure à celle de l'homme. Et c'est ça qui a été Ouais, surprenant c'est vrai. lors de cet événement, c'est que souvent, durant ces 12 derniers mois, on parlait de robots dont les mouvements se rapprochaient de celles de l'homme. Là, au Spring Festival, on a vu des mouvements qui étaient supérieurs à celle de l'homme. Et donc, il y a même des séquences. À un moment donné, il y a un robot qui a fait une séquence en arrière pour ressauter un obstacle en arrière. On pensait que c'était la bobine qui rembobinait. Ouais, Et ouais. non, c'était le robot qui avait eu cette capacité à faire tout le saut, mais en marche arrière. Ce qui est C'est-à-dire que même impossible pour un humain. le meilleur des gymnastes ne peut pas faire ça. Ouais, voilà, donc ça montre le niveau d'accélération qu'on est en train d'atteindre sur la robotique humanoïde, qui est complètement bluffant. Et donc oui, j'ai eu la chance de découvrir en effet ces coulisses très en amont d'entraînement de ces robots, parce que, comme tu le disais, on travaille sur ce partenariat de distribution avec Unitree en France, mais on est plus qu'un simple importateur, parce que on agit en tant que solution provider, hein. Et Mmh. donc tout l'enjeu, c'est pas simplement de vendre un robot, ça va être de vendre une solution complète, un entraînement des robots avec l'ensemble des briques logicielles pour que le robot puisse être progressivement autonome. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ces robots, il y a la machine et puis il y a le software, et donc l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, autant l'aspect électromécanique de la machine fait des progrès à pas de géant, autant pour l'instant, et on va en parler ensemble, côté intelligence et côté autonomie, en fait, de mouvement, c'est peut-être pas encore ça, en fait. C'est l'enjeu des prochaines années, mais je dirais que ce qui est déjà un je dirais un résultat impressionnant, c'est cette fiabilité mécanique. Donc déjà, on Oui. a atteint un niveau de maturité mécanique des mouvements, de la mobilité, de la stabilité, de l'équilibre qui est aujourd'hui excellent. Donc sur On cette voit qu'à chaque base-là. fois quand
on voyait qu'à chaque fois, quand ils se repositionnent, les petits robots, ils font quelques pas comme ça, tac, tac, Ouais. tac, tac, pour retrouver leur équilibre. Ouais, tout à fait. Donc, mais c'est une stabilité qui est impressionnante parce qu'on peut pousser un robot. Aujourd'hui, il tombe pas. Il y a 24 mois, on le poussait, il tombait. Il fallait être 3 pour le relever. Donc là, aujourd'hui, on arrive à avoir ce niveau de stabilité. Donc, je dirais que tous ces sujets de déplacement, d'équilibre, de stabilité ont été réglés depuis 18 mois. Mhm. Et donc maintenant, on a une base extrêmement robuste pour pouvoir travailler à l'autonomie des robots et à leur apprentissage. Et ça, c'est beaucoup plus long parce que le monde est complexe. Il va falloir que le robot comprenne le monde. Et c'est là où on rentre dans un univers beaucoup plus multiple. Hein. Je dirais que c'est pas Ouais. simplement ce qu'on attend, c'est pas simplement que le robot puisse réaliser une tâche définie, mais la vision que l'on a sur ce marché, c'est le robot polyvalent, le robot universel, qui va pouvoir passer d'une tâche à une autre de manière extrêmement simple et donc se reprogrammer automatiquement en fonction de ce qu'on va lui demander. Comme un humain qui apprend à faire quelque chose, quoi, finalement. On est très proche, pour prendre un parallèle, de l'apprentissage d'un enfant. Donc d'ailleurs, dans les méthodologies d'apprentissage, certaines méthodologies s'apparentent à l'apprentissage qu'on peut faire avec un enfant pour lui faire comprendre les choses. Hein. Comment ça se passe, justement, l'apprentissage d'un robot humanoïde comme ce qu'on a vu? Alors, il y a en effet des techniques qui consistent de repartir du mouvement de l'homme, par exemple, sur lequel on va utiliser des ensembles avec des capteurs, des motion capteurs sur le corps, qui vont enregistrer des mouvements de l'homme. Mmh. Donc ça, c'est une base de travail où on peut répliquer très simplement aujourd'hui des mouvements humains et les transposer dans un robot grâce à ces captures numériques. Alors ça peut se faire avec des capteurs, ça peut se faire avec des caméras en 360 qui vont filmer une scène et on va numériser cette scène, on va la digitaliser, on va la nettoyer dans un blender et puis ensuite on va l'importer dans le robot, il va être capable de répliquer cette scène-là. Mais il suffit de lui montrer une fois quelque chose? Alors, c'est là où après vient l'entraînement digital, c'est-à-dire que cette scène-là, on va la démultiplier dans un outil de simulation 3D qui va répliquer les mouvements des centaines, voire des milliers de fois jusqu'à avoir le mouvement parfait. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quand même des changements de gravité. C'est-à-dire que, tu vois là, on voit des robots, on voyait les robots, G1 qui sont des robots d'1,20 m. Mmh. Nous, on fait plutôt 1,70 m, 1,80 m. On n'a pas les mêmes centres de gravité. Donc il va falloir transposer, ce que l'homme, avec sa posture dans un robot qui n'a pas du tout le même équilibre que nous et l'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une transposition qui passe par une simulation Ouais. 3D qui va permettre de recalibrer, recalculer pour avoir les mouvements parfaits. Et ensuite, on peut aussi améliorer ces mouvements. Par exemple, tu as dû voir cette scène d'un robot chien qui fait un saut périlleux arrière. Ouais. Mmh, tout à C'est fait. pas un homme qui le fait. C'est pas un chien non plus, C'est pas j'imagine? un chien non plus. Donc ça, par exemple, ça, c'est un entraînement qu'on va faire vraiment en 100% numérique. Et donc, on va OK. créer le parcours. Comme un mouvement, une animation sur un film d'animation ou dans un jeu vidéo, en C'est fait. très proche de l'univers de l'animation vidéo, en effet. Mmh mh. D'ailleurs, lorsqu'on parlait de capteurs, ce sont les mêmes qui sont utilisés dans le cinéma ou dans le jeu vidéo pour faire de la capture de mouvement. Voilà, simplement après, on a cet aspect qui est de faire correspondre ça à un environnement robotique avec des centres de gravité qui sont différents. Et donc, on fait ces entraînements. Et donc là, on a des Mmh. logiciels, on développe des algorithmes pour avoir des mouvements qui s'apprennent beaucoup plus vite. Donc, l'un des enjeux de cet apprentissage, pourquoi c'est long? Mmh. Parce que ça nécessite des heures et des heures et des heures de calcul pour arriver à avoir des résultats. Parce qu'une fois que tu as un résultat en digital, il faut que tu le testes dans la vraie vie.
Et donc tu l'importes et puis tu le corriges, tu t'aperçois qu'ah bah non, en fait, entre le digital et la vraie vie, il y a des corrections à apporter sur des positionnements de pieds, sur des choses qui sont pas forcément tout entièrement numérisées, jusqu'à qu'on arrive à des mouvements parfaits tels qu'on a pu les voir dans ce spectacle où la restitution était impeccable. Mais par exemple, ce spectacle, ça représente combien de temps d'entraînement, de préparation, etc. Ça a Parce été, que là, pour le coup, oui, pardon. Non, ça a été plusieurs semaines et voire mois de préparation. Je dirais déjà sans côté le côté artistique de la création, hein, parce que ça Ouais, reste bien un sûr. spectacle. Donc avec voilà des scénographies et Il y a ainsi une de suite. Donc chorégraphie, voilà, il y avait etc. tout Ouais. ça. Et puis après, il y avait vraiment une fois que tout ça a été défini, qui a été fait avec des mouvements humains, retravaillé avec des mouvements de robots qu'on a corrigés. Donc ça a pris en effet plusieurs semaines d'entraînement pour arriver à ce résultat-là. D'accord. On dit souvent que les robots, et on a découvert, je dirais, un petit peu ces derniers mois, que tous les jolis robots qu'on voyait dans des vidéos, en fait, ils n'étaient pas vraiment robotiques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas réellement d'autonomie, ils étaient très souvent téléguidés, télécommandés à distance, en réalité. Au CES de Las Vegas, où on a vu des robots, moi j'en ai vu aucun qui fonctionnait vraiment tout seul. Donc, quel est aujourd'hui où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que véritablement un robot peut être autonome? Alors, je comprends qu'il y a un fantasme lorsqu'on voit un robot, on pense qu'il est déjà autonome. Hmm. Donc, dans la tête des gens, et c'est naturel, hein, on voit un robot, on pense qu'il a un cerveau, qu'il est en capacité. C'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, en effet, ils ont besoin d'un opérateur pour les orienter, les guider. Mais il faut savoir qu'ils ont tous les capteurs aujourd'hui pour être capables d'être autonomes. Ils ont des lidars qui leur permettent de détecter des obstacles, de se repérer dans un environnement, de numériser leur environnement, donc de détecter des obstacles, de les éviter. Ils ont des caméras avec plusieurs types de caméras de profondeur. Ils ont des mains avec Ouais, des caméras dans les mains, des capteurs au bout des doigts pour sentir la pression. Donc, je dirais que tout le hardware est en train d'être prêt pour leur permettre d'être autonomes. Donc maintenant, l'enjeu, c'est en effet ce long apprentissage du monde. C'est-à-dire que le robot sache reconnaître un objet, sache le saisir, la manière dont il va le saisir, le manipuler, le transporter, éviter éventuellement d'autres personnes et évoluer dans un environnement qu'on appelle semi-structuré. Semi-structuré parce qu'il faut que ça soit un environnement qui bouge. Parce qu'on ne veut pas hmm, mettre des robots dans des labs, dans des salles blanches avec aucun humain à côté. L'idée, c'est que les robots de demain s'intègrent dans la vraie vie, donc avec des humains à côté, avec des chaises qui peuvent se déplacer, ainsi de suite. Donc il va bien falloir que le sûr. robot évolue dans cet environnement. Et donc la difficulté, ben, tu le comprends, je pense, c'est que il va falloir qu'ils comprennent ce monde. Hmm, Les objets, reconnaître une personne d'un objet, de la variété d'objets. C'est pour ça que, aujourd'hui, on s'appuie, sur des LLM, on va s'appuyer sur, du de de l'entraînement par vidéo aussi. Donc il y a plusieurs stratégies d'entraînement et donc, hmm. je dirais que chaque entreprise part sur certains choix technologiques, d'entraînement. Heu Tu as vu qu'en France aussi, on a une initiative, avec, Yann Lequin sur les world models Les world qui va être models, oui, bien sûr. aussi, une autre manière, d'appréhender, demain un apprentissage possible du monde avec, cette stratégie-là. Il y en a plusieurs autres. Aujourd'hui, l'apprentissage qui est, le plus adopté, on va dire, c'est, de prendre le contrôle, avec, des pinces des mains qui ont les caméras et c'est l'humain qui va saisir certains objets plusieurs fois de différentes manières et donc on va enregistrer ces bases de données et donc on va parler de data factory, tu vois, Hmm. donc d'usine pour entraîner ces mouvements et donc tu vas D'accord. avoir il y en a beaucoup en Asie qui sont en train d'être montés avec des dizaines de personnes
dotés de pinces avec et qui vont faire de l'entraînement. Donc demain, tu pourras commander sur un environnement industriel particulier où tu voudras que le robot reconnaisse parfaitement tel type d'objet et puisse les manipuler de différentes manières. Et ben, tu auras des usines d'entraînement pour créer cette D'accord. data. Et une fois que cette data sera bien assimilée par le robot, bah, tu verras que le robot va pouvoir, de n'importe quelle manière où il va se présenter devant l'objet, le reconnaître, le saisir et le manipuler. Donc on en est là. Donc c'est pour ça que si tu veux, c'est une stratégie à 10 ans. Hein. Il faut voir que là où on se projette aujourd'hui, je dirais que 2025 pour moi c'était l'année zéro du robot. Tu vois, on était dans la découverte des Mmh. capacités des robots. Cette année, on commence à commercialiser des robots à des labs de recherche, des startups, des universités pour tester ces modèles. Donc, on a des plateformes ouvertes, on a des SDK, euh, on a plusieurs stratégies algo de test, on a des startups incroyables en France. On en présentera plusieurs à Vivatech cette année. Donc, on t'accueillera avec plaisir pour te Ah bah, montrer avec plaisir. les premières stratégies d'entraînement. Et tu verras que la France a d'excellents talents. Et j'espère, et en tout cas c'est tout l'enjeu qu'on a chez Innovate, c'est de faire émerger des technologies qui seront des références mondiales dans Mmh. l'entraînement des robots. Stéphane, alors justement, avant qu'on parle un peu de l'aspect un peu plus comme ça industriel, on va dire, si je reviens au produit lui-même, parce que c'est un produit finalement, hein, le robot, même si je peux pas l'acheter encore en tant que grand public, enfin en tant que particulier, mais quand est-ce que je pourrais en acheter un pour que ils viennent vider le lave-vaisselle à la maison, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui on entraîne déjà des robots humanoïdes à faire des tâches domestiques ou à faire des tâches par exemple dans les restaurants, servir à table, etc. Alors, on a vu des vidéos incroyables de certains robots américains, Figure AI, qui présentaient en effet un robot dans une cuisine capable de vider un lave-vaisselle et de Hmm. ranger les couverts. Alors c'était très lent, hein. On Ouais, sentait que waouh, c'est vrai, mais voilà, donc il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Je l'ai encore jamais vu. J'ai vu la vidéo, mais on n'a encore ouais, c'est ça. jamais. Puis C'est pour ça qu'avec les Américains, il faut se méfier parce on a des très belles vidéos, très ouais. léchées, qui font rêver. Dans la réalité, on les voit pas souvent sur des salons. Hmm. D'ailleurs, au CES, tu vois, on n'a pas vu de Figure AI, on n'a pas vu Non. de Tesla Optimus. Voilà, alors que les robots chinois, il y en avait partout. Ils étaient téléopérés, mais ils étaient là. Voilà, on pouvait les voir bouger. Donc oui, il y a de l'entraînement sur le domestique parce que c'est le rêve ultime. C'est-à-dire que tout le monde veut tendre vers la robotique domestique. Le Hmm. plus gros marché sera un marché de robots à domicile qui nous aideront dans les tâches ménagères demain. Et donc, c'est ce robot universel. Hein, dans lequel il pourra à un moment donné débarrasser une table, ranger un lave-vaisselle, plier une chemise, faire du repassage, vider le lave-linge. Voilà, donc c'est celui-là qu'on attend Mais oui. et on pense qu'il ne sera pas là avant 10 ans. Est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y aura pas un risque, un danger? Est-ce que déjà parce que c'est des machines qui pèsent quoi, 70 kilos, je sais pas, jusqu'à Oui, pour 70 kilos. les grands modèles, oui. Mmh. Ouais, c'est ça, qui font des mouvements, qui font du kung-fu, qui font de la boxe, qui font du nunchaku. Je veux dire, est-ce qu'on pourra envisager vraiment de faire entrer une créature, une machine comme ça chez soi? Alors, il va y Vous avoir vous travaillez là-dessus? oui, alors nous, c'est ce qu'on appelle, human safe. Ouais. Comment on s'assure que les robots vont être, sécurisés pour les humains? Donc c'est un vrai sujet. Alors je m'en soucie pas trop non plus parce que tu sais, en Europe, on est les rois de la réglementation. Oui, faudrait pas donner des idées. Donc, bien sûr, il y a déjà certaines normes qui sont en train d'être définies sur la Mmh. sécurité dans l'entreprise des robots, des boutons de désactivation directe qui seront activables très rapidement sur un robot. Donc voilà, donc tout ça, c'est en train d'être. C'est pour ça que, tu vois, je te donnais une timeline à 10 ans. Mmh.
dans les 10 ans, on va devoir régler tous ces sujets avant d'avoir des robots chez soi en toute sécurité. Et c'est pour ça que les premières étapes, c'est d'abord de la recherche, c'est d'abord des labs. La deuxième, c'est l'environnement professionnel dans des environnements sécurisés, avec peu d'humains, et puis ensuite un peu plus large, et les déploiements. Ensuite, il y aura des robots d'accueil dans des magasins pour faire de l'accueil, pour échanger, des robots dans les lobbies d'hôtels. Euh, voilà, donc on aura cette phase-là. Et puis, on ira progressivement vers le robot domestique. Mmh. Et combien ça coûte aujourd'hui, les robots Unitree? Alors, ce sont les plus abordables du marché. C'est ce qui aussi a fait un vrai choc dans l'univers du robot humanoïde, parce qu'avant, un robot humanoïde, c'était un robot de laboratoire qui était du prototype, hein. On en Ouais. fabriquait quelques unités par an, quelques dizaines tout au plus. Donc, c'est des produits qui coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 million d'euros pour certains robots humanoïdes pour des Mmh mh. labs de Mmh. recherche. Et donc, ce qui est impressionnant dans l'évolution qu'on a actuellement, c'est que ces robots deviennent plus abordables. Et donc, un robot Unitree G1 basique, hein, parce qu'il faut voir qu'il y a plusieurs variantes, hein, donc mais Ouais. le prix d'appel est annoncé à moins de 20 000 euros. Mmh mh. Mmh. Et un Ouais. petit robot chien à peine 3 000 euros. Donc, on voit que, alors même si ce sont des produits des prix d'appel entre guillemets, parce que lorsque tu rajoutes des mains avec des Ah, senseurs, lorsque tu peux les programmer, la gamme ouais, de c'est comme les prix, aspirateurs, il y a les ouais, accessoires sont pas inclus encore. voilà. Donc ça monte rapidement vers 40 000 à 50 000 euros OK. pour un produit qui est entièrement programmable avec des mains. Et puis le produit industriel que tu vois à 1,70 m, 1,80 m, celui-là aujourd'hui est plus proche des 100 000 euros. Voilà. Ah oui, OK. Donc, Bon, ça reste encore des produits oui, qui on sont voit encore bien coûteux. Mmh. on est qu'au début de l'histoire. Stéphane, tu es intervenu, récemment, en ouverture de la conférence TEDx Paris, pour parler de tout ça, pour présenter des robots et cetera et puis notamment pour évoquer, bah, l'avancée technologique de la Chine. Pour toi, la Chine est véritablement, fait la course en tête aujourd'hui? Oui, enfin, je pense qu'on est tous en train de le réaliser, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vague technologique d'innovation premium, de produits, d'excellente qualité, chinois, qu'on voit, en effet dans tous les secteurs du consumer, hein, Ouais. on parlait des robots aspirateurs, des vidéoprojecteurs, des caméras, enfin, La voiture? voilà, la voiture, dont on parle beaucoup. Donc oui, il y a une avance technologique portée par une expertise industrielle et donc le hardware Mmh. extrêmement performante. Et donc, en effet, l'un des enjeux, et puis c'est ce que j'évoquais dans cette conférence du TEDx, c'est quelle place pour nous, Européens et Français, dans cette révolution venue de la Chine, portée par la Chine aujourd'hui, parce que en Europe, en effet, on s'est désarmé industriellement depuis plus de 25 ans, et qu'on voit qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué de rattraper ce retard industriel sur le hardware. Et donc, ce que j'exprimais, c'était de choisir nos combats. Est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité en Europe de rattraper ce retard hardware de fabrication? Et on le voit en Chine, il y a tout l'écosystème industriel. Donc, même si aujourd'hui on imaginait fabriquer un robot, euh, on devrait faire appel à 80% de sous-traitants chinois pour avoir tous les composants. Donc, ou de chipsets américains. Voilà, donc la réalité, c'est pour recréer un écosystème industriel tel que cela en Europe, il faudrait des dizaines et des dizaines d'années, en sachant que eux, ils s'arrêtent pas en attendant, ils continuent à avancer. C'est là où je pense que la carte qu'on a à jouer, c'est sur l'intelligence, c'est sur le logiciel.
c'est sur le service, c'est sur l'application, c'est sur les normes, c'est tout cet écosystème où si on veut que ces robots s'insèrent dans nos vies demain et qu'on y crée de la valeur, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, hein, et qui doit être sur le logiciel, là où on a le plus d'expertise, le plus d'ingénieurs extrêmement compétents sur le sujet. Donc, selon toi, il vaut mieux acheter des robots chinois, mais leur mettre du logiciel français, européen dedans, quoi. Je pense que c'est On n'a pas le choix, en fait. une des stratégies les plus pragmatiques. Pas forcément la plus ambitieuse, hein, qui pourrait consister à tout créer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de vouloir tout faire et qu'il va falloir qu'on choisisse notre combat pour pas voir le train partir et courir derrière. Tu vas souvent en Chine, chez Unitree notamment, donc cette entreprise qui est, enfin c'est incroyable, je crois, hein, Ouais, ouais. la compagnie elle-même, c'est C'est une énorme start-up, mais ça reste une start-up. Ah ouais? C'est un peu le bazar? Ouais, bah oui, voilà, enfin, c'est une des boîtes les plus remarquables en Chine. C'est la boîte qui a le hype le plus important en Chine, hein, Mmh. actuellement, parce que il Parce que mais véhicule c'est pas cette la seule à innovation. faire des robots. Il y en a 150 qui se sont lancés en Chine. C'est dingue. Et comme dans l'automobile, tu as une centaine de marques qui se sont lancées dans le véhicule électrique. Donc Mmh. après, bah, l'enjeu, c'est de voir qui va ressortir de tout ça, parce que c'est un peu le modèle chinois, hein. C'est finalement de stimuler cette compétition à outrance pour faire émerger des acteurs qui deviendront des leaders mondiaux. Ouais, c'est ça. On leur dit: «Faut aller dans cette direction», on les met tout on leur facilite complètement la vie, Ouais, ouais. et puis là, ils s'entretuent en quelque sorte, et à la fin, l'État récupère les 2-3 fleurons, quoi. C'est ça le principe? Ben, en tout cas, ils créent des leaders mondiaux. C'est-à-dire Ouais. que de cette compétition ne sortent que les meilleurs, qui auront une capacité à passer des étapes technologiques, industrielles et commerciales, c'est-à-dire leur capacité aussi à vendre en dehors de Chine. Et donc, c'est là où je pense qu'on peut créer des synergies, des ponts avec ces entreprises, des coopérations comme on le fait aujourd'hui avec Unitree. Et ils sont ouverts à ça. Je dirais, ils sont beaucoup Mmh, plus mmh ouverts mh. que les Américains. Tu vois, je veux dire, on voudrait travailler demain avec Optimus ou Figure AI et on parle au mur. Ouais, Tu vois? c'est Alors c'est c'est que fou ça. avec la Chine, on sait aujourd'hui travailler, on sait Ouais. coopérer. Et donc on peut essayer de développer nos valeurs ajoutées, nos services et créer de la valeur en France. Effectivement, la Chine est extrêmement, demandeuse, hein, de connexion avec l'Occident, l'Europe notamment, et cetera. C'est ce que tu disais, alors tu étais interviewé, tu intervenais également dans le film de Mathieu Stéphanie sur la Chine, Oui, heu, voilà, où on peut découvrir tout ça, et il y a un intervenant d'ailleurs dans ce film qui dit un truc qui m'a énormément marqué. C'est un Chinois, je crois, je sais plus comment il s'appelle. mmh, Il dit: «Mais vous, l'Occident, vous êtes un monde ouvert, mais avec des gens avec une mentalité assez fermée. c'est vrai. Et nous, c'est le contraire. On est un pays fermé, mais on a une mentalité plus ouverte». C'est vrai, c'est vrai. Tu penses ça? Complètement, et c'est pour ça que j'encourage, et j'ai trouvé la démarche de Mathieu Stéphanie, voilà, très intéressante, de vouloir venir voir de ses propres yeux, rencontrer les gens, et je trouve que c'est ce qui ressort de ce documentaire, hein, comment la Chine est devenue imbattable, c'est que, ben, on s'aperçoit qu'on avait beaucoup d'idées reçues, en fait, hein, beaucoup d'a priori, et que c'est pas exactement ce qu'on peut s'imaginer, en fait, hein. La Chine est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus capitaliste que ce qu'on Oui. pourrait imaginer. Bah, jusqu'à un certain point, c'est complètement un système capitaliste. Complètement. Ouais. Comment tu expliques le succès de ces entreprises, que ce soit les robots, les voitures, et cetera? Toi qui vois ça de près, leur organisation, c'est quoi le secret? Bah, comme je l'évoquais, au TEDx, également, cette capacité à investir massivement dans la recherche, de faire des ponts publics-privés très, 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 très forts. Est-ce que tu sais combien il sort de nouveaux ingénieurs en Chine chaque année de haute technologie? Non, mais j'imagine que ça doit être, Et effarant. en France, pour te donner un repère, il doit en sortir entre 40 et 50 000. Mmh mh. En Chine, c'est 6 millions par an. Oui, mais l'échelle n'est Voilà. pas la même. Non, mais donc Ils pour se sont dire que 1,5 la milliard. recherche
Je veux dire, les jeunes vont massivement dans les universités de technologie. Donc, tu vois, à Shenzhen, à Nanshan, dans le quartier la Silicon robotique, il y a une douzaine d'universités de recherche dans un rayon de 3 kilomètres. Donc, la recherche est un élément fondamental. La supply chain, on en a parlé de tous ces sous-traitants où tu vois, tu as tout à proximité. Donc, ils arrivent à créer un prototype en 18 heures. C'est C'est-à-dire, inimaginable. ils ont une idée, en En 18 18 heures, ils heures. te font un prototype. Et en 9 Ah ouais. mois, ils te développent un produit complet. Bon. Wow. Voilà, c'est 2 fois plus Pourquoi? rapide Parce que que partout dans le monde. Tout est parce que proche, tout est tout est à portée rapide. de main. Tu as n'importe quel sous-traitant qui est disponible, il peut venir le jour, la nuit, changer une pièce, corriger un moteur. Tu discutes avec un professeur qui travaille sur un plan. L'après-midi, ça peut être testé directement dans une usine. Donc voilà, la supply chain, c'est un élément fondamental. Les capitaux, beaucoup d'argent, beaucoup de fonds d'investissement, l'État, la ville de Shenzhen qui a ses Alors propres d'où vient fonds. cet argent? C'est quoi cet argent? C'est des investisseurs privés? Alors, tu as du privé, tu as beaucoup d'investisseurs privés, tu as aussi des fonds d'État, hein, la ville de Shenzhen a son propre fonds d'investissement de près de 8 milliards de dollars dédiés à la robotique et à l'IA, hein, pour aussi, ils offrent des loyers subventionnés pour les startups à Shenzhen. Donc, ils créent cet écosystème pour dynamiser. Et puis après, voilà, tu as cette volonté politique que nous, on n'a pas malheureusement en Europe et en France. On n'a pas de vision. Enfin, c'est ça qui est très dur pour nous entrepreneurs dans la tech, c'est qu'on aimerait être soutenu avec un État qui a une vraie vision technologique. Il faut savoir Un que plan? Il faut revenir à la planification, ben oui, je veux dire, comme du temps de De Gaulle? tu sais, la Chine, les dirigeants chinois sont tous des ingénieurs. Voilà, c'est pas des avocats c'est des ingénieurs. Donc ils savent ce que c'est que C'est faire des un plan. scientifiques, pas des Voilà. littéraires, quoi. Voilà, donc Ils et sortent c'est pas pour des ça que tu filières. vois les infrastructures en Chine sont incroyables. Tu vois le train, je veux dire aujourd'hui, tu as le réseau ferroviaire, c'est incroyable en Chine. Ils créent, ils gèrent les flux incroyablement bien. Après, ils partent de plus loin. Et c'était un pays qui avait besoin de se développer. Nous, on est un pays qui a besoin de trouver un deuxième souffle. C'est peut-être pas exactement la même problématique. Ouais, certainement, mais on manque de cap. Je veux dire, on a besoin d'un cap, on a besoin d'une vision et d'être accompagné dans des choix stratégiques, tu vois. Et c'est ce qui nous manque. Je pense qu'on est trop réactif, opportuniste parfois. Tu vois, il y a une guerre en Ukraine. D'un coup, on se dit le prix de l'énergie. Attention, faut monter des usines de panneaux photovoltaïques. Puis finalement, 2 ans après, ah non, c'est plus le sujet. On est en surproduction électrique. On n'a pas besoin de solaire. Faut arrêter l'éolien. Enfin, non mais je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Notre principal frein aujourd'hui en Europe, c'est l'État. C'est dur à dire. Alors que ça devrait être la locomotive. Tout à fait. Mais bon, alors, on est dans un monde quand même un peu incertain aussi, et encore une fois, nous, on est dans un monde ouvert, donc on va être d'autant plus perméable à tout ce qui peut se passer autour, hein, que ce soit justement, tu parles de la guerre en Ukraine, etc. Et tout. Mais on entend bien qu'il y a une vraie volonté en Chine. Tu penses que à ce niveau-là, encore une fois, les Chinois sont plus avancés que les Américains? Écoute, je pense que les Américains restent extrêmement forts, en effet, sur le software, sur l'IA, par rapport à la Chine. La Chine est en suprématie sur le hardware, il y a pas de débat. Mais je dirais que sur le software, ça reste les US qui restent devant. Nous en Europe, de faire valoir notre expertise. Encore une fois, je te le disais, on a d'excellents ingénieurs, vraiment. Et d'ailleurs, on vient nous les prendre. Bah oui, bien sûr. On a énormément d'ingénieurs qui partent aux US, qui travaillent pour des boîtes américaines, et il faut qu'on fasse valoir notre expertise dans le logiciel parce que on a un modèle éducatif qui nous produit d'excellents ingénieurs. Merci beaucoup, Stéphane Bobo de Innovate. Merci. Et on peut retrouver, j'imagine, en vidéo, notamment ta keynote de TEDx Paris. Oui, tout à fait.
Et puis, bonne chance pour la suite et on a hâte de pouvoir acheter un robot pour la maison, hein. Bientôt, bientôt, ça arrive.